Quelle est la stratégie logistique justement de la métropole Aix-Marseille-Provence? Pour répondre à cette question, nous avons l'honneur de recevoir ce matin Marie-Christine Boeuf. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Alors, je ne me traite pas la caméra, j'ai un problème de… Je suis désolée, c'est pour ça que j'étais en retard, parce que j'ai changé de lieu très vite. J'ai un petit souci d'Internet, j'ai les liaisons qui est très mauvaise, elles n'arrêtent pas de couper. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, ça coupait, mais moi, du mien, ça n'arrêtait pas de couper. Donc, je vais rester simplement avec le son, si vous D'accord. permettez. D'accord. Donc, vous êtes directrice au sein de la direction Agenda et Programmation Mobilité Durable à la métropole Aix-Marseille-Provence. La métropole s'est emparée de ce sujet de la logistique urbaine durable. Donc, je vous laisse la parole pour présenter justement votre stratégie. Merci bien. Tu peux aller à la diapo 3, Pierre, s'il te plaît, parce qu'on a, on a un seul diaporama commun avec Pierre Saracino. Voilà. Alors, juste pour resituer un peu les éléments, je voudrais simplement vous présenter ce territoire, vous dire qu'on est une métropole jeune, puisqu'on a 4 ans d'existence. On est le plus grand territoire de France, avec 3148 km². La métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 92 communes, c'est 1,8 million d'habitants. Au quotidien, on constate beaucoup de pollution et beaucoup de congestion, comme on pu tout à l'heure le décrire un certain nombre de personnes. Donc, on a 31% des émissions de polluants qui sont issues des transports. Quand on parle des transports, on ne parle pas que de logistique, parce que malheureusement, je n'ai pas tout à fait des chiffres exacts. Donc, quand je parle transport, j'englobe tous les transports. Hein, on est d'accord, les véhicules, ça peut être des transports en commun que nous gérons à la métropole ainsi que la logistique. 71% de la population concernée par au moins un dépassement de polluants. Et on a 1,8 million de kilomètres jour, transport de marchandises, flux inter-établissements routiers et les flux qui sont liés à des achats découplés des ménages. On est un territoire où on a un point important de la logistique. On a, pour être, je veux dire, de façon schématique, on a la partie du territoire qui est une logistique qui est plutôt industrielle et internationale avec les bassins ouest. Et on a une partie est qui va être plutôt centrée sur la logistique urbaine et régionale. On a 2 portes d'entrée internationales qui sont le GPMM, donc le Grand Port de Marseille, qui est le premier port de France, avec une maritime très importante. Et on a l'aéroport Aix-Marseille-Provence, Marseille-Provence, qui est moins important en termes de logistique, mais qui pour nous est aussi une entrée. Le poids significatif de la logistique sur le territoire, c'est 176 millions de tonnes de marchandises qui sont transportées chaque année. On a un poids qui est très important en matière notamment d'emplois directs et indirects. C'est pour ça que c'est un domaine sur lequel on commence à travailler. Je vous explique pourquoi je dis on commence à travailler dans la slide suivante. Donc, cela représente 97 000 emplois directs, donc c'est très important. Et par an, on a 1,4 million de containers qui arrivent au Grand Port Maritime de Marseille avec une ambition de développement de ces containers à 3 millions en 2030. Suivante, Pierre. Merci beaucoup. La métropole, donc au cœur des stratégies locales. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un sujet qui pour nous est nouveau? Parce que la métropole, donc, non seulement était jeune, mais avant, les communautés d'agglomération, ce n'était pas forcément un sujet qu'elle traitait. Elle le traitait de façon institutionnelle au travers du PDU, mais d'une façon où on avait l'obligation de le faire, puisque c'était un des items de la loi, sauf que derrière, effectivement, c'était quelque chose que l'on ne savait pas faire. Je ne dis pas qu'on sait le faire aujourd'hui, mais je dis simplement que l'on commence à travailler et on s'investit sur ce sujet. Mais jusqu'à maintenant, effectivement, c'était quelque chose qu'on traitait souvent, qu'on laissait aux communes qui le géraient par de la réglementation sur des espaces piétonniers, sur des aires de livraison, mais on ne travaillait pas beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, la métropole, elle peut travailler sur deux points essentiellement. D'abord, sur les documents réglementaires et d'autre part, la loi MAPAM, qui est la loi du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles, nous donne un outil qui est intéressant. Alors, je vais vous lire la loi parce que je ne la connais pas par cœur, qui dit que les métropoles peuvent organiser ou contribuer au développement des services des marchandises, la logistique urbaine en cas d'inexistence, insuffisance et inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement. Alors, si on s'appuie sur ce texte-là, qui
qui est issu donc d'une loi de 2014 qui a été repris par une loi de 2019 par la LOM. La doctrine disait les métropoles elles vont pouvoir lancer des DSP sur la logistique urbaine. Il va de soi qu'on ne va pas lancer de DSP sur la logistique urbaine, ce n'est pas notre travail. En plus, si on veut investir ce champ, on peut l'investir sous deux limites, c'est-à-dire que l'on doit réduire la congestion urbaine et les pollutions qui affectent notamment l'environnement. Donc, on est très restreint sur un champ restreint, mais ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, si vous voulez, c'est au contraire, on est là pour essayer, je dis bien essayer très modestement, organiser, structurer et aménager le territoire. C'est pour ça que la deuxième compétence qui nous permet d'intervenir dans le champ de la logistique, c'est l'élaboration des documents stratégiques et de planification majeurs qui relèvent effectivement de notre pleine compétence. Le premier, c'est le schéma de cohérence territoriale. Dans le schéma de cohérence territoriale, ce qui concerne la logistique, la métropole peut définir dans son document d'orientation et d'objectifs, ce qu'on appelle le DO, désolé pour les acronymes, mais nous, on en a énormément. À ce moment-là, on peut définir la politique en matière de déplacement des personnes et des marchandises et de stationnement des véhicules sur l'ensemble du périmètre de la métropole au niveau du SCOT. Donc, on a aussi le plan climat, air, énergie métropolina. On a le PDU. Alors, le PDU, alors là, pour le coup, c'est la pleine compétence de la métropole puisque nous sommes une autorité organisatrice de la mobilité. Notre PDU, il a été arrêté en décembre 2019. Avec le Covid, on a eu du mal à mettre en place l'enquête publique parce que chaque fois, il y avait des dates de confinement. L'enquête publique vient de se terminer. On espère à la fin de l'année pouvoir approuver le document. Ce document-là, il travaille sur 5 thèmes sur la logistique. Je vais vous les citer très, très rapidement. Le premier thème, c'est agir sur l'organisation des flux poids lourds. Le deuxième, c'est favoriser l'innovation. Le troisième, c'est agir sur le report modal, agir sur l'organisation du dernier kilomètre et agir sur la transition énergétique. Donc, c'est des groupes de travail, des thématiques que l'on va mettre en place avec le monde de la logistique. Le dernier document sur lequel est compétente la métropole, sur lequel on peut agir en matière de logistique urbaine, ce sont les PLU. Alors, comment est-ce que les PLU peuvent être un levier d'action? Ils peuvent, par exemple, définir des zones qui ont vocation à accueillir de la logistique urbaine. Ils peuvent instituer des emplacements réservés à cette fin-là pour définir donc la logistique urbaine. Ils peuvent agir au niveau de la réglementation des places de stationnement qui vont inclure des aires de livraison privées pour certaines catégories de construction. Et il y a plein d'autres items. Bon, je me suis laissée, j'ai pris ces 2, 3, 4 qui me paraissaient les plus pertinentes. Suite à ça, la métropole a engagé si vous voulez, une politique volontariste dans la mesure où on est en train d'élaborer un schéma directeur de la logistique et des transports de marchandises en ville. Ce schéma-là, contrairement aux 4 premiers que vous voyez dans la logistique, n'est pas obligatoire. C'est vraiment une démarche volontaire. Et nous, on est parti de cette démarche-là en l'accent sur 2 points qui sont à la fois l'économie, d'accord, et à la fois une approche mobilité. Il est en cours de rédaction. Je vais vous le présenter sur la diapo suivante. La logistique urbaine, telle que nous l'entendons, juste pour rentrer sur quelques items, ça comprend plusieurs domaines, bien évidemment, mais pour nous, c'est vraiment, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus large possible. Ça peut aller de l'alimentaire, ça peut aller au courrier, ça peut aller aux déchets, parce que nous collectons les déchets, on considère que ça fait aussi partie de notre thématique et notre problématique de logistique urbaine, puisque j'entendais la personne au début disait, les déchets, effectivement, nous, on les collecte très tôt le matin, et c'est très bruyant. Donc, on est aussi effectivement en train de travailler là-dessus, mais on considère que, y compris le service public, doit être abordé dans la logistique urbaine. Ça peut être, pour me parler d'une profession, parce qu'on en a rencontré plusieurs, par exemple un plombier qui nous dit comment est-ce que je fais pour aller travailler, pour être livré sur un chantier. Et surtout, c'est la logistique, on l'aborde aussi d'un point de vue entrant et sortant. C'est-à-dire que la logistique, on amène des marchandises et puis éventuellement, on repart avec des déchets ou éventuellement avec des marchandises. On a plusieurs objectifs à ce schéma donc, qui a commencé en 2020. Ce qu'on voudrait, nous, c'est ce que je vous disais jusqu'à aujourd'hui, c'est un domaine que l'on est en train de découvrir et dont on a besoin effectivement d'en prendre une véritable connaissance. C'est quelque chose que l'on ne connaît pas.
Contrairement au transport public où le service public est exercé par la métropole, la logistique, ce sont essentiellement des opérateurs privés dont on a besoin de travailler ensemble et on a besoin de comprendre leur métier. Donc, le premier objectif pour nous, c'est vraiment d'encourager une organisation du territoire qui est une chaîne logistique. L'idée, c'est avec les professionnels de suivre les évolutions de la logistique. Tout à l'heure, on a entendu la question du e-commerce. Il y a toute la question des grandes surfaces, effectivement, qui viennent souvent nous voir en nous disant, nous, ce qui est en train de se passer, c'est que les grandes boîtes à chaussures que l'on a sur les grandes zones d'activité, aujourd'hui, les surfaces sont beaucoup trop importantes. Par contre, il y a un vrai retour en ville. Donc, il y a une recherche à la fois de locaux, où des fois on est interrogé, mais surtout, c'est comment est-ce qu'on dessert ces locaux sur les plans de circulation quand on travaille avec les villes. Et il y a toute une articulation à mettre en place. Et pour la mettre en place, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre et à connaître ces domaines. On travaille sur les entrepôts, on va travailler sur les dépôts. Notre idée, c'est est-ce que pour certaines filières, les flux tendus, ça va continuer à être la logique, ou alors, c'est ce qu'a expliqué la personne avant vous, est-ce qu'on va aller d'un commerçant à un client? On a besoin de tout comprendre, tout ça. On voudrait développer la complémentarité des modes. Tout à l'heure, Pierre Saracino vous parlera du ferroviaire. On travaille beaucoup avec les entreprises de cyclo-logistique qui viennent. On a plusieurs entreprises qui sont venues nous voir avec des demandes très particulières. On va essayer d'apporter des réponses dans la mesure où on peut. L'idée aussi, c'est de prendre en compte la logistique dans les projets d'aménagement et de mobilité. On a la compétence, effectivement, à la métropole d'aménagement des zones d'activité. Dès lors que l'on travaille sur ces zones d'activité, c'est intégrer les questions de logistique entrante et sortante, c'est travailler sur les zones de logistique, savoir si on peut effectivement mettre des ITE, et je reprends la première intervention de Pierre Franck. Bien évidemment, travailler sur de la logistique ferroviaire, c'est se poser la question du business model, c'est voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des infrastructures. L'idée, c'est pas créer des infrastructures pour rien, mais bien travailler sur des infrastructures au service d'un territoire et accompagner aussi tout ce qui est la mutation du foncier sur les zones d'activité. Dans ce schéma logistique et en liaison avec le PDU, c'est travailler sur la gestion des trafics, du transit des poids lourds. On a énormément de problématiques sur la métropole là-dessus. Maîtriser l'empreinte environnementale du transport routier. On est en train de lancer pour la métropole une étude effectivement sur la décarbonisation de nos propres véhicules et nos flottes. Et à cet effet, on va travailler aussi avec les transporteurs de la logistique pour voir quels sont leurs besoins en hub d'IRVE, leurs besoins effectivement sur les stations GNV, parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de faire muter et on n'a pas le choix de faire muter la flotte, mais si derrière les gens ne peuvent pas s'avitailler, on n'arrivera pas à muter la flotte. Donc, on est en train de travailler aussi là-dessus. C'est optimiser donc la livraison et établir, donc je rejoins la personne qui parlait aussi, des préconisations pour développer une logistique métropolitaine intelligente et durable. Et pour ça, on a 2 outils qu'on est en train de mettre en place d'ici, je pense, une grosse année. C'est mettre en place une charte avec les logisticiens et surtout mettre en place une instance de gouvernance avec les autorités consulaires et surtout avec les représentants des logisticiens pour effectivement comprendre leur travail et essayer d'apporter des réponses. Alors, la logistique, on a mis un tout petit schéma, mais bon, comme ce sont des professionnels, la logistique, c'est à toutes les échelles du territoire. Il va y avoir des sites intermodaux, et puis la logistique, plus on va s'approcher du consommateur, plus on va s'approcher de l'artisan, plus la logistique, ça va être une logistique qui va être fine. Diapo suivante, Pierre, s'il te plaît. Aujourd'hui, alors pardon, j'ai juste oublié le calendrier. J'ai juste oublié de vous parler du calendrier. Donc, nous avons pratiquement terminé le diagnostic avec beaucoup de retard, tout simplement parce que le Covid ne nous a pas aidés. C'est très compliqué sur ce domaine-là de mettre en place des réunions et de pouvoir travailler. Quand on met deuxième trimestre 2021, on espère qu'on va tenir les délais. On va commencer à travailler sur les orientations logistiques. Et franchement, notre idée, c'est début 2022,
proposer un plan d'action partagé avec les différents partenaires. En attendant, Pierre, pardon, désolée, je t'embête. En attendant, on a quand même commencé à travailler, notamment… Tu peux me mettre la diapo, s'il te plaît, suivante? Voilà, merci. On a commencé à travailler notamment sur un certain nombre de projets, dans la mesure où, si vous voulez, on est très souvent sollicité par les acteurs de la logistique. On a mis en place un groupe de travail de recherche de foncier, aujourd'hui avec la ville de Marseille notamment et la région, pour pouvoir proposer du foncier. L'idée, effectivement, c'est pas de travailler sur des énormes fonciers. On a beaucoup de demandes entre 100 mètres carrés et 500 mètres carrés de mise à disposition. On a une réflexion aussi qui est en train d'être menée sur les parkings qui ont des hauteurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup des parkings en souterrain. On a le parking du Mucem. Sur Aix-en-Provence, on a aussi un parking. L'idée, ce serait éventuellement de garder des places pour pouvoir faire des hubs de dégroupage à cet endroit-là et permettre la logistique du dernier kilomètre. On travaille sur les plateformes logistiques embranchées, donc qui vont être adossées à la création du service public ferroviaire de fret qu'on va vous présenter ensuite. Et le dernier projet sur lequel nous travaillons, c'est un projet de logistique du circuit court alimentaire où on travaille avec le marché d'intérêt national. L'idée, c'est de proposer des petites navettes propres qui partent du mine et qui vont, à partir du mine, distribuer éventuellement les restaurateurs, des épiceries à partir de produits issus des AMAP. Donc aujourd'hui, on est sur une expérimentation, il y a 4 producteurs et on a une quinzaine de clients. À terme, c'est développer un outil de mise en relation. On travaille sur la mise en place de consignes réfrigérées. On se pose notamment la question sur les métros, sur les stations de métro, où on pourrait mettre des consignes réfrigérées qui soit vous proposeraient des produits issus des AMAP ou autres, soit vous proposerez des commandes que vous aurez réalisées au préalable. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et on recherche vraiment des lieux. On travaille avec les docs, on a essayé aussi de travailler par exemple avec l'hôpital Pompidou sur Marseille pour essayer de trouver des lieux pour pouvoir mettre ces consignes. C'est très compliqué parce qu'on a énormément de contraintes liées à la chaîne du froid, mais on voudrait vraiment essayer de proposer quelque chose. C'est quelque chose aussi qui s'adosse avec nos collègues de l'agriculture, la métropole a effectivement aujourd'hui un projet alimentaire territorial. Et puis, on a la chance d'avoir des producteurs qui ont des produits de qualité et qu'on voudrait vraiment valoriser sur notre territoire. C'est vraiment les 3 grands items sur lesquels aujourd'hui on porte notre attention, sachant que ce que je vous disais, le service, il est tout nouveau, puisqu'il a 2 ans d'existence, et c'est une thématique qui pour nous est nouvelle aussi. Merci beaucoup Marie-Christine Boeuf pour cet exposé très détaillé. Nous continuons sur le sujet de la logistique urbaine. J'ai vu que Michel Mattard, délégué régional de TLF en Méditerranée, souhaitait intervenir. Je vous propose, Michel, d'intervenir après l'intervention de Gilles Bertrand du Grand Marché de Provence. Tout de suite, nous enchaînons avec la RDT 13. Pierre Saracino, vous êtes directeur du développement ferroviaire au sein de cette belle entreprise. Pierre, vous êtes avec nous? Voilà, oui, il suffisait que je réactive mon micro. Je vous vois et je vous entends. Alors, voilà. On connaît très très bien la RDT 13 en tant qu'autocariste et beaucoup moins en tant qu'opérateur ferroviaire fret que vous êtes, hein, c'est ça? Oui. Racontez-nous. Oui, je cherche simplement à bien projeter ce qu'il faut projeter. Voilà, je crois que j'y suis. Et je vous demande de bien respecter les 10 minutes imparties. Je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez bien? Oui, mais c'est le conducteur, c'est pas le bon document, Pierre. Il fallait que tu restes sur le document. C'est pas le bon. Alors moi j'ai le bon, donc il faut que je mette le bon. D'accord, excusez-moi. Je peux le diffuser à votre place si vous avez une… Non, mais je vais y arriver, Je pense, j'espère au moins. C'est ça. Excusez-moi, de section présentation. Voilà. Est-ce que là on a le bon?
il y a pour. Non. C'est parfait. Voilà, on y est là? On est bon. C'est Bon, à voilà. vous. Alors, oui, juste un mot sur la RDT 13 avant de parler du service public de fret ferroviaire. Bon, parce que c'est vrai que dans le département, quand on demande aux gens ce que c'est que la RDT 13, pour ceux qui peuvent répondre, ils parlent surtout des autocars. Alors, la RDT 13, c'est une régie de la métropole Aix-Marseille-Provence. Une régie qui a été fondée en 1913, donc vous voyez que c'est pas nouveau. Et elle a une double activité. Elle a son activité effectivement d'autocar qui représente quand même 80% de son chiffre d'affaires. C'est le principal autocariste du département. Mais elle a aussi une activité ferroviaire depuis 1913 qui ne s'est jamais arrêtée et qui est actuellement en plein développement. Alors bon, c'est une petite entreprise ferroviaire naturellement, 100 personnes dans le pôle ferroviaire de la RDT 13. C'est un tout petit peu moins que la SNCF qui doit en faire 150. Mais on est plus ancien que la SNCF, puisqu'on a été fondé en 1913, alors que la SNCF ne date que des années 1930. Bon, enfin, tout en étant une petite entreprise ferroviaire, on fait les mêmes activités que les grandes, c'est-à-dire des circulations de trains, non seulement sur nos propres lignes, puisqu'on a deux lignes qui nous appartiennent, une entre Arles et Fontvieille et l'autre entre Pas-des-Lanciers et La Mède, sur laquelle on transporte toutes les semaines plusieurs trains pour les installations de la plateforme de Total. Et puis, on fait à peu près 2000 circulations par an sur le réseau RFN, c'est-à-dire sur le réseau SNCF lui-même. Et puis, nous avons deux ateliers ferroviaires à Arles et à Marignane. Arles, il a été totalement rénové, il est très moderne, où nous faisons de la maintenance de locomotives pour nos locomotives et pour les autres entreprises ferroviaires, également de la maintenance d'infrastructures ferroviaires. Voilà, donc on fait comme les grands. Voilà pour une présentation ultra rapide de la RDT 13 en ce qui concerne le service public de fret ferroviaire. J'affiche là l'article de loi dont a parlé tout à l'heure Marie-Christine à propos de la logistique urbaine, parce que c'est à partir de ça que nos réflexions ont commencé avec la métropole. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'un petit peu révolutionnaire en quelque sorte, et dont l'origine se trouve dans la sensibilisation de plus en plus forte de tout le monde, et c'est bien légitime, aux problèmes environnementaux, au réchauffement climatique et tout. Pour le dire simplement, jusqu'à maintenant, les métropoles, les collectivités ont organisé les transports publics de voyageurs, dans les métros, les bus, les tramways. Avec cette loi, il y a maintenant, pour réduire justement les nuisances qui affectent l'environnement, le réchauffement climatique, etc., la loi autorise les collectivités, notamment les métropoles, à organiser aussi des services publics de transport de marchandises, alors que jusqu'à maintenant, c'était laissé au marché. Donc maintenant, les métropoles ont la possibilité d'organiser des services publics de transport de marchandises. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Or, il se trouve que la métropole Aix-Marseille, et c'est unique en France, a en son sein une régie, la RDT 13, qui a une compétence ferroviaire. Et donc, les services de la métropole et ceux de la RDT 13 ont voulu explorer cette piste de savoir s'il était possible ou non d'organiser un service public de transport de marchandises. L'objectif majeur, hein, c'est vraiment le principal, c'est la réduction de la pollution, l'amélioration de la qualité de l'air, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vraiment ce qui justifie et que la loi soit parue et le projet de service public de fret ferroviaire. Mais également la réduction du trafic poids lourd, également le développement du fret ferroviaire qui est maintenant une priorité nationale. Ça a été dit plusieurs fois à l'occasion du plan de relance. Surtout dans la future loi climat et résilience aussi, hein, qui ça a été bien précisé dans cette loi qui est maintenant été adoptée par le Sénat. On va voir ce que va en faire l'Assemblée nationale, mais qui s'avance bien et qui donne une priorité forte au fret ferroviaire. On veut bénéficier à tous les opérateurs. Il ne s'agit pas de prendre la place d'autres opérateurs, mais faire du gagnant-gagnant, et notamment les opérateurs ferroviaires de longue distance avec lesquels on est en contact. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement, évidemment. Être un élément structurant de l'organisation logistique dont a parlé Marie-Christine. Et puis, ce serait un projet qui serait innovant et d'ailleurs unique en Europe. Alors,
je vais en donner les grandes lignes. Avant les grandes lignes, on imagine, nous, l'écosystème suivant. Un organisateur, l'opérateur, des partenaires et le client. L'organisateur, c'est sans conteste la métropole, c'est elle qui a la légitimité juridique pour mettre en place un service public de fret ferroviaire. Mais elle le fera naturellement en relation avec les collectivités, que ce soit des collectivités de la métropole ou de la périphérie de la métropole, et avec les pouvoirs publics d'une façon générale, départements, régions, États, Europe, on va en reparler au niveau des financements. De même que, alors, en ce qui concerne l'opération, de même que la métropole confie à ces deux régies, RTM et RDT 13, les transports de voyageurs, par bus ou par car, de même, elle confierait le transport qu'elle organise pour les marchandises à la RDT 13, qui est son opérateur interne, en liaison naturellement avec le gestionnaire d'infrastructure du réseau SNCF, qui est SNCF Réseau. Les partenaires sont les entreprises ferroviaires de longue distance, je l'ai dit, on veut faire du gagnant-gagnant avec elles, les transporteurs de logistique urbaine parce qu'il y a un rôle important à jouer, et le grand port maritime de Marseille. On a la chance dans cette métropole d'avoir un émetteur et récepteur de logistique de première envergure qui est le grand port maritime de Marseille. Donc vraiment, les planètes s'alignent bien de ce côté-là. Et puis, alors, ce qui est majeur, ce sont les clients. Parce que les chargeurs et les industriels, parce que rien ni personne ne peut obliger un chargeur à faire passer sa marchandise de la route sur le train s'il n'a pas envie de le faire. Donc il ne le fera que si le train devient attractif. Et c'est toute la logique du service public de fret ferroviaire que de rendre le train attractif pour les chargeurs et les industriels. Et je voudrais montrer très rapidement comment. Bon, ça consiste en quoi ce service public de fret ferroviaire? Ça consiste à repérer les points logistique majeure de la métropole et du département et de faire circuler entre ces points logistiques majeurs des navettes ferroviaires régulières, fiables, qui permettent aux marchandises de circuler entre ces sites. Alors, les lignes qu'on a imaginées à la suite d'études qui ont été confiées par la métropole à un bureau d'études, bon, c'est la ligne Fos-Saint-Martin-de-Crau qui paraît la plus mature pour démarrer, une ligne entre Fos et Clé-Sud, une ligne qui partirait de Fos et d'Arles et qui, à partir de Miramas, irait jusque vers la zone de Gardanne, et puis une ligne Miramas-Marseille. Donc, sur ces 4 lignes qui correspondraient à peu près à 22 trains par jour, tels que le bureau d'études les a évalués, on ferait circuler ces navettes ferroviaires. Comment les rendre attractives? C'est important, c'est la logique de ce projet. Lorsqu'on est allé voir, le bureau d'études surtout est allé voir l'ensemble des chargeurs et des industriels de la métropole et des environs de la métropole. Il y a plutôt une appétence pour le train. Tout le monde a un petit peu envie d'utiliser plus le train que les camions et mettre des marchandises de la route sur le rail, ça paraît plutôt à tout le monde quelque chose d'intéressant. Cela dit, le train, pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas ses clients sur ces distances relativement courtes? C'est parce que son prix de revient est trop élevé. Et tout simplement, un chargeur, si à la route on lui propose un transport à 200 € et offert à 260 €, ben, il préférera la route. Donc la façon si on veut faire le report modal de la route vers le rail, la façon de s'y prendre et celle qui correspond à la logique de ce projet, c'est non pas de subventionner l'exploitation. La métropole a souhaité ne pas rentrer dans le même système que celui qu'elle utilise pour les voyageurs. Vous savez que lorsque vous prenez le bus ou le métro, si vous payez, vous ne payez en réalité qu'un tiers à peu près du coût du trajet. Et le reste, c'est une subvention d'exploitation annuelle de la métropole. Ici, ce n'est pas du tout cette logique-là. Il s'agirait de subventionner au départ et de financer au départ les investissements nécessaires au lancement de l'opération. Ensuite, il n'y a plus besoin de subvention d'exploitation dans toute la durée du projet qui peut durer 20 à 25 ans parce que le matériel ferroviaire a un amortissement assez long. Donc, financement. Donc, c'est financer les locomotives, c'est voilà, ça? financer des locomotives, financer des wagons, financer des plateformes logistiques. Le montant des investissements pour les 4 lignes dont j'ai parlé, c'est à peu près 110 millions. Et la subvention qui serait, ou le financement public qui serait souhaitable, serait de l'ordre de 50 à 80% selon le type d'investissement. À partir de là, on obtient un tarif
qui est inférieur à celui du routier. Et là, on a des engagements, même écrits d'ailleurs, d'un certain nombre de chargeurs, de dire, bah oui, à partir du moment où vous êtes compétitif par rapport à la route, à ce moment-là, nous, on passera par le train. Donc voilà la logique de ce service public de fret ferroviaire tel que nous l'avons conçu avec la métropole. Juste, je le dis extrêmement rapidement, hein, on a demandé au bureau d'études de regarder ce que ça pouvait donner en termes de lutte contre la pollution et la congestion urbaine. Donc il y a des économies extrêmement intéressantes en termes de gaz à effet de serre, hein, que ce soit pour les gaz carboniques, azote ou les particules fines, qui correspondent réellement à quelque chose d'intéressant qui permet de répondre aux exigences de la loi, puisque la loi demande que pour mettre en place un service public de fret, eh bien, il faut pouvoir lutter contre la pollution. C'est bien le cas. Et en appliquant les normes qui sont des normes françaises et européennes qui permettent de calculer en euros les économies réalisées, on obtient à peu près 100 millions d'euros sur la durée du projet, bon, ce qui n'est pas négligeable. C'est simplement en appliquant les normes officielles. Voilà. Je termine parce que je cherche à respecter le délai que me fixe. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez respecté à merveille. En disant juste un mot sur le calendrier, après j'aurai terminé. On a commencé à réfléchir à ça avec les services de la métropole, sous l'autorité des services de la métropole, dès l'année 2017, celle à laquelle on a été rattaché à la métropole. Des études juridiques ont été menées en 2018, en 2019. Une étude de faisabilité complète, commerciale, technique, a été faite en 2019-2020 avec l'étude des externalités, ce qui a permis à la métropole de prendre une délibération le 17 décembre 2020 demandant de préparer le projet. Et c'est ce que nous faisons actuellement avec les services de la métropole, parce qu'il y a des études opérationnelles évidemment à lancer. Il y a une sécurisation des financements qui n'est pas encore faite. Mais c'est le travail actuel en 2021 et 2022. Et si nous obtenons ces financements publics, et disons qu'on a des contacts très avancés avec les différentes instances, on pourrait commencer à déployer le service à partir de 2023. Voilà, je suis dans les temps, Nathalie. Pile poil. Merci. Donc, je retiens que vous avez le fret, vous avez l'engagement des chargeurs, mais il vous manque les financements pour démarrer ce service. Bien sûr. Alors, Pierre Saracino, je suis sûre que vous connaissez Gilles Bertrand, directeur du Grand Marché de Provence, avec nous ce matin. Très bien, et je le salue au passage. Je te salue également, Pierre. Merci. Le Grand Marché de Provence innove aux côtés des transporteurs routiers. Alors, vous allez construire à Château-Renard un nouveau grand marché d'intérêt national, un saut de puce de 1 km, mais un grand pas notamment pour la logistique. Alors, présentez-nous votre projet, Gilles Bertrand. Alors, donc, Gilles Bertrand, directeur du Grand Marché de Provence. Effectivement, alors, il faudrait la présentation, si elle pouvait être affichée, s'il vous plaît. Voilà. Slide suivant. À cette heure-ci, ça met l'eau à la bouche. Hein. Voilà. Donc, en fait, le Grand Marché de Provence, c'est quoi? C'est une réflexion portée par les professionnels, il y a de ça maintenant 5 ans, pour redéployer le mine actuel qui est devenu obsolète et qui ne répond plus soit aux exigences en matière de sécurité, soit en matière de, on va dire, sanitaire et de flux. Et donc, pour cela, les professionnels ont émis le projet de redéployer le mine de Château-Renard sur 3 pôles que je vais vous présenter très succinctement. Ces 3 pôles-là formant le Grand Marché de Provence et se situant plutôt en zone industrielle qui s'appelle la zone industrielle des Iscles, donc qui est plus appropriée, c'est là où sont les principaux majors de la logistique et du transport. Et ces 3 pôles-là permettront à échelle, on va dire, 2024-2025, de pouvoir massifier et distribuer principalement les fruits et légumes, mais également d'autres produits agroalimentaires. Et pour ce faire, les professionnels ont constitué il y a de ça 2 ans une association qui au départ s'appelait Cluster et qui a changé de nom, et vous en conviendrez pourquoi, et qui depuis l'été dernier s'appelle l'Action Grand Marché de Provence. Et en fait, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 84 professionnels
je vais le faire en cours du champ à l'assiette, répartis en 7 collèges. Donc, vous avez des professionnels de la production, des producteurs, de la commercialisation, de la distribution, de la logistique, de la transformation, des services et des institutions. Slide suivant. Donc, cette association constituée il y a 2 ans, pourquoi? Pour accompagner, voilà, pour accompagner en fait la création de ce hub alimentaire du sud de la France qui sera positionné, donc, comme vous le voyez là sur la carte, en rouge le mine actuel de Château-Renard, là où il est. Il est en centre urbain, il n'est plus du tout adapté, il a en plus une départementale qui le coupe en son milieu, donc extrêmement compliqué. Et donc, le redéploiement se fera sur 3 pôles, modernes et connectés, bien entendu. Un pôle, donc, pôle logistique qui va démarrer d'ici peu. Un pôle de transformation, pour ceux qui connaissent, c'est derrière les bâtiments Biocop lorsqu'on se rend sur Château-Renard en quittant l'autoroute. Et ensuite, le cœur de mine qui va être un peu le cœur de marché, qui va être le lieu vivant entre les producteurs, qui est un lieu de négoce entre les producteurs et les commerçants. Donc, slide suivant, la présentation rapide des 3 pôles. Donc, dans un premier temps, c'est le pôle qu'on appelle mobilité durable, le pôle logistique, sur le slide suivant. Slide suivant, donc, c'est le pôle mobilité, en fait, qui a démarré. Les travaux, voilà, merci. Les travaux ont démarré déjà par de la démolition, puisqu'il y avait des bâtiments en friche industrielle qui étaient présents. Et donc, dès la fin de l'été, démarrage de la construction donc, de ce pôle-là, permettant à échelle été 2022 de pouvoir accueillir uniquement que des entreprises de transport et de logistique, leur permettant de pouvoir avoir des équipements modernes et mutualisés de façon à pouvoir répondre en instantané, aussi bien de jour comme de nuit, aux réponses de leurs clients. Donc ça, c'est le premier pôle qui va sortir de terre. Le deuxième pôle, c'est le slide suivant, c'est le pôle, voilà, c'est le pôle qu'on appelle le cœur de marché. En fait, c'est le lieu qui va regrouper et à la fois les producteurs au travers d'un carreau de producteurs, mais également de box et de bâtiments adaptés, réfrigérés et sécurisés, et également des entreprises qui sont dans le commerce. On retrouvera des expéditeurs, on retrouvera des grossistes à service complet, on retrouvera des grossistes, on retrouvera des producteurs expéditeurs et des entreprises qui font du négoce en fruits et légumes, et en certains produits secs de type produits alimentaires comme par exemple les pâtes ou autres. Ça, ce sera vraiment le cœur de marché. Le troisième pôle, donc, qui est le pôle de transformation, qui se situe juste derrière Biocop, le slide suivant, et qui va, sur ce pôle-là, on va accueillir des entreprises de transformation dans de la deuxième, troisième transformation et produits finis, mais également un espace de première transformation, puisqu'on a de gros trous dans la raquette en matière de transformation en France, notamment en fruits et légumes. Je vais vous citer 2 exemples. J'ai des producteurs donc, ici sur le territoire qui envoient, parce qu'en première transformation, nous ne l'avons pas sur place, envoient leurs pommes par Palox dans la région de Nantes, être transformées d'une certaine façon pour qu'ensuite ça revienne sur Château-Renard. C'est un opérateur du Vaucluse qui envoie les abricots être dénoyautés et oreillonnés au fin fond du Portugal. Je dis bien au fin fond du Portugal, pour qu'ensuite ça puisse revenir de nouveau dans le Vaucluse pour être commercialisé pour les entreprises de transformation. Donc, on voit bien que dans ces trous dans la raquette, on a la place de pouvoir réaliser un bel outil permettant d'apporter ce service-là et bien entendu, et c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, bien entendu de réduire les flux sur les routes et donc par conséquent, entre autres, le problème de la pollution. Donc, Axiom, Grand Marché de Provence, slide suivant. On a de ça maintenant 1 an et demi, rédigé avec les professionnels donc, qui constituent les adhérents de l'Axiom. Donc, vous avez les professionnels du négoce, de la production, des transports logistiques. On a rédigé une feuille de route. Et dans cette feuille de route, en fait, il y a décliné en 5 axes. Slide suivant. Sur ces 5 axes-là, il y a un axe fort qui est l'axe que l'on appelle mobilité décarbonée. Sur cet axe de mobilité décarbonée, en fait, il y a 2 sujets
que les professionnels ont souhaité aborder et qui répondaient à des besoins. Nous, au niveau de l'action, on part toujours des besoins des professionnels. Je n'ai pas ni l'intention ni vocation de faire la place d'eux. Moi, si les professionnels se positionnent parce qu'ils ont des besoins et que l'on peut apporter des réponses et des solutions, à ce moment-là, on s'engage. Ces deux expressions étaient, dans un premier temps, rationaliser le premier kilomètre et le dernier kilomètre au départ et à l'arrivée de Château-Renard, du mine. Et je vais vous détailler un peu l'exemple et le pilote qu'on a mis en place. Un deuxième travail qui a été initié l'été dernier, c'était de voir, à dire d'experts, s'il y avait pertinence à construire un nouveau chantier de transport combiné en relation et en complémentarité avec celui de Champfleury, existant donc sur Avignon, qui est un chantier qui est quand même assez vieillissant et sur lequel il y avait possibilité de pouvoir rationaliser, notamment au regard du développement et de la construction du pôle logistique. Donc, sur le premier travail que l'on a fait avec donc, des entreprises de transport présentes sur le territoire, mais également des entreprises de négoce. On peut les citer, non? C'est les entreprises, oui, tout à fait. Donc, entreprises de transport, on en a, donc, elles sont au nombre de 7. Vous avez les transports, donc, Yannick Mesguen, vous avez le groupe Logifel, vous avez Eric Trans, vous avez Serre Pilaire du groupe Primever, vous avez Barbero Transport, vous avez les transports d'Orchy et également les transports TFM. Au niveau du négoce, c'est la société SA Gérin et Fils basée à Carpentras, qui est une entreprise d'expédition et de conditionnement, principalement de melons, et qui est l'un des référents en matière de melons au niveau du territoire français, et nous-mêmes l'Action, qui regroupons l'ensemble de ces professionnels-là. Donc, le premier travail qui a été fait, donc c'est le slide suivant, ça a été de répondre à un besoin de la part des opérateurs, notamment de Carpentras, pas que, parce qu'il y avait quelques opérateurs autour de Carpentras qui avaient d'énormes difficultés, et nous l'exprimaient régulièrement au travers de nos réunions et de nos différents conseils d'administration, qui avaient d'énormes difficultés, notamment sur la période estivale, puisque de Carpentras pour descendre sur Château-Renard, parfois, certains opérateurs avaient jusqu'à 7 à 8 mises à quai dans une même journée. Et ça leur posait problème. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'un service qui pouvait être apporté, ça posait quand même, notamment sur un créneau horaire particulier, il y a 3 ou 4 créneaux horaires clés sur une journée de transport en fruits et légumes. Et sur ce créneau-là, il y avait un besoin exprimé par ces entreprises-là, qui correspondait également à une attente de la part des professionnels de transport. Donc, ça a été assez facile de les mettre en tour de table et de pouvoir tout simplement, slide suivant, constituer en fait une réflexion sur construire un hub de ramasse sur Carpentras pour ensuite acheminer sur Château-Renard la marchandise. Donc, sur votre schéma de gauche, vous avez la schématisation du flux actuel, c'est-à-dire chaque opérateur descend sur Château-Renard en passant par le renommé ou le sacré rond-point qu'on appelle le rond-point de Bompas et la traversée de la Durance qui est un vrai calvaire en fonction des créneaux horaires, pour arriver à un nouveau schéma de flux qui est en fait de rassembler sur Carpentras et de rationaliser, de mutualiser en fait les palettes de fruits et légumes et de pouvoir les descendre avec un seul véhicule, toujours à la même heure et toujours au même départ et à la même arrivée avec une navette. Donc, c'est ce schéma-là, slide suivant, qui a été opéré. Donc, vous avez constitué une société avec ces transporteurs. Tout à fait, mais je vais y venir juste sur la fin, oui, Nathalie. Vous avez dépassé les 10 minutes. Je sais, je vais faire ça en 1 minute. Donc, on a une rotation à 15 heures parce que c'est le créneau horaire attention. Donc, Carpentras, les producteurs, les négociants rassemblent sur ce hub et ensuite de hub, ça descend sur Château-Renard. Slide suivant, 2 chiffres rapidement. Aujourd'hui, sans la navette, c'est 441 km parcourus par les négociants par jour pour descendre sur Château-Renard. Avec la mise en place de la navette, il n'y aura que 81 km parcourus pour le produit. Slide suivant. On a donc une navette dédiée, une rotation unique et on envisage une deuxième rotation puisque les besoins sont quand même pressants. Slide suivant.
Donc, en résumé, 441 km parcourus. Aujourd'hui, c'est 116 km parcourus pour l'ensemble des opérateurs sur ce créneau-là. Slide suivant, nous allons mettre en place suivre trois indicateurs, la réduction du nombre de kilomètres parcourus par produit, la réduction du nombre de camions dans le circuit et la réduction des émissions de CO2. En conclusion, slide suivant, donc une société a été créée parce que, bien entendu, on est sur du commerce. Cette société-là est constituée de l'ensemble des transporteurs et des logisticiens. C'est quand même important à soulever. Pourquoi? Parce que ce sont les professionnels qui s'engagent. Pourquoi? Parce que ce sont les professionnels qui savent. Et les professionnels, ils savent exactement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est leur métier et parce qu'ils le font très bien au quotidien. Donc, ils se sont mis ensemble, en tour de table. Je tiens à le souligner, parce que souvent, on entend dire que les transporteurs, c'est chacun pour soi et autres. Je tiens à souligner qu'ils se sont tous mis en tour de table et ils se sont tous engagés à la création de cette société. Et c'est quand même un point important. Slide suivant. Le deuxième axe, c'est l'étude sur le chantier de transport combiné, la pertinence. Cette étude-là, les rendus disent que oui, il est pertinent de pouvoir, au regard du nombre on va dire, de multiplication des flux allant sur Paris, la grande couronne parisienne, oui, il est pertinent de construire un nouveau chantier de transport combiné pour pouvoir capter globalement entre 40 et 50 000 UTI par an supplémentaires. J'en ai fini et merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Bertrand. Je vais tout de suite laisser la parole à Michel Mattard qui souhaitait intervenir. Michel Mattard, vous êtes délégué régional de TLF Méditerranée. Vous avez dit dans le chat que vous agissiez, les transporteurs agissent. Je vous donne 3 petites minutes puisqu'on est déjà en retard sur l'horaire. Alors, merci Nathalie. Effectivement, je remercie M. Bérard de dire qu'il n'y a qu'eux qui savent en parlant des professionnels. On n'a pas entendu les mises en place des ZFE pour faire d'énormes progrès en termes de carburant alternatif ou de matériel modernisé. Je remercie M. Dartout d'avoir cité les transports Chabas, qui est un de nos adhérents, qui va déployer un véhicule à l'hydrogène à la fin de l'année pour le client Carrefour sur la région sud. Je remercie les dizaines d'entreprises qui utilisent donc des véhicules au gaz. Nous avons eu depuis 4-5 ans une action très musclée, un gros lobbying auprès des collectivités locales pour leur dire que les mises en place de ZFE, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir acquérir des véhicules et trouver les carburants nécessaires. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons fait en sorte que soient déployées un certain nombre de stations au gaz. Aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône et la région sont bien dotées en stations au gaz, puisque si je cite que les Bouches-du-Rhône, nous avons donc Aix-en-Provence, nous avons Bouc-Bel-Air, nous avons Fos, Saint-Martin-de-Crau et Plan d'Orgon. Et dans quelques mois, va s'ouvrir à l'usine Total d'Ahmed, une usine, donc une station au gaz électrique et plus tard à l'hydrogène. Donc, nous avons des entreprises de toute taille qui roulent aujourd'hui à l'électrique, qui roulent au gaz, dont une qui a 3 véhicules, dont un véhicule au gaz. Donc, on a fait des gros efforts, sans en parler. Dans Marseille, par exemple, vous avez un grand nombre d'entreprises qui roulent à l'électricité depuis un certain nombre d'années en utilitaire léger pour livrer les magasins. Dans un second temps, j'aimerais dire qu'effectivement, il faudrait peut-être déjà régler les problèmes qu'il y a actuellement. Nous avons travaillé énormément avec l'ancienne municipalité, M. Rica, pour mettre en place un plan de livraison des marchandises dans Marseille. Ce plan aujourd'hui est efficace, il s'agit de le réadapter par moment, mais je pense que les gens de la municipalité ont dû recevoir des mails de la société Star Service qui, quand ils vont livrer, le temps que le conducteur revienne, souvent le véhicule est parti en fourrière ou verbalisé ou cambriolé. Bon. Donc, nous avons effectivement fait d'énormes progrès. Nous travaillons déjà nous avons des contacts importants avec la métropole de Nice. Nous avons rencontré donc la métropole de Marseille, la ville de Marseille préalablement, le maire vient de nous écrire. Et je voulais dire à M. Saracino, il ne faut pas opposer les modes comme vous le faites, le routier au ferroviaire qui sont complémentaires. La preuve, c'est que les 2 plus gros opérateurs du sud de la France en transport combiné, que ce soit Froidcombi et Novatrans, les actionnaires sont des transporteurs. Déjà. Ensuite, quand vous disiez que quand un transport routier ou ferroviaire est à 260 € et un transport routier à 200, on va choisir le routier. Ben, je vous demande d'inverser la tendance et de voir si effectivement ce ne serait pas dans l'autre cas que vous seriez à 200 €. On peut s'interroger effectivement sur l'arrêt des trains qui roulaient donc avec les transports de marchandises, le train Perpignan-Rungis, qui était utilisé par de nombreux transporteurs du sud de la France, dont les transports Metz-Gwen, entre autres. Interrogeons-nous pourquoi on l'a arrêté alors qu'il était plein de matin au soir. Voilà. Je ne voulais pas m'éterniser puisque je fais rapidement et je n'ai rien préparé. Je voulais parler des carburants alternatifs
nous avons l'hydrogène, donc à terme, nous avons aujourd'hui le gaz, et nous avons un nouveau carburant qui permet aux transporteurs qui ne peuvent pas acquérir des véhicules qui sont plus onéreux au gaz, qui est l'huile de colza, le B100, qui permet à des véhicules actuels, pour certaines marques, de pouvoir effectivement éliminer 60% des émissions de gaz à effet de serre. Un dernier point, en ce qui concerne… Dernier point. En ce qui concerne l'inadaptation de l'offre privée dont parlaient deux personnes préalablement, encore faut-il qu'elle soit consultée. Première chose, clairement, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et deux, je ne connais qu'une chose, c'est la vérité des bilans, car il faut être à armes égales là aussi. Merci. Merci beaucoup Michel Mattard pour toutes ces précisions. Pierre Saracino, je crois que vous voulez réagir. Oui, on veut simplement dire que je partage ce que vient de dire Monsieur Mattard et je me suis mal exprimé s'il a retenu que j'opposais les modes. Je ne les oppose pas du tout et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il faut travailler en bonne entente entre le mode ferré et le mode routier et qu'il y a parfaitement de quoi y arriver et donc on travaillera ensemble, il n'y a pas de doute. Merci Pierre, merci Michel, merci à tous nos intervenants pour leur riche contribution et à l'implication des spectateurs. À vous, vous avez été nombreux à suivre ce webinaire. Nous arrivons presque au terme de cet événement.